Merci d'être là parmi nous à Paris avec l'Union des Français à l'étranger. Nous allons donc avoir notre quatrième webinaire sur le sujet de l'immobilier euh, et quels sont les avantages d'acheter en France. Je vous propose de poser vos questions. Vous pouvez poser vos questions évidemment pendant toute l'intervention, mais en tout cas, je n'y répondrai qu'à la fin pour que ce soit plus facile d'abord pour moi et puis que du coup on puisse dérouler le sujet en question. Donc nous allons parler déjà quels objectifs on peut avoir lorsqu'on va investir dans l'immobilier, pourquoi sur le marché français, quels sont les avantages et éventuellement les inconvénients, et puis nous verrons ensuite, nous déroulerons quelles sont les façons d'acheter, que ce soit dans l'ancien ou dans le neuf, et vous verrez que c'est assez sécurisé et très réglementé. Alors, pour quel objectif? Eh bien, il y a plusieurs objectifs. L'actif immobilier permet évidemment d'acheter un bien pour un retour en France, que ce soit après une période d'expatriation ou que ce soit après une période d'études à l'étranger. Ça permet également d'acheter un pied-à-terre où j'ai de plus en plus de clients qui achètent leur résidence secondaire pour recréer un lieu familial lorsqu'ils ont été à l'étranger pendant de longues années. Ils ont souvent des gendres ou des belles-filles qui sont de nationalités différentes et donc ils veulent recréer un lieu familial et donc ils cherchent un lieu, une résidence secondaire en France. Et puis après, pour un nombre important d'objectifs qui est tout simplement un moyen d'épargner, de préparer sa retraite, de protéger sa famille, d'optimiser sa fiscalité, puisqu'il y a des moyens de réduire sa fiscalité, et puis de se constituer un capital, puisque l'immobilier est un actif qui permet justement de le faire, notamment avec la période du crédit, le moyen du crédit. Alors, le marché en France est assez porteur. D'abord, les taux sont historiquement bas. Et puis, les rendements financiers à l'heure d'aujourd'hui sont extrêmement bas également. Donc, beaucoup de personnes se rapprochent sur un actif pierre, parce que les rentabilités sont néanmoins meilleures, avec une fluidité également plus claire et plus visible. Les volumes d'ailleurs de transactions sont fortement en hausse, puisque en 2016, nous avons plus de 5%, donc il y a eu 850 000 transactions, en 2017 également. Il y a beaucoup plus de non-résidents, donc français et étrangers, mais également étrangers, qui achètent en France et qui du coup créent une forte demande. La promotion immobilière également est en forte hausse, beaucoup de constructions neuves depuis 2 ans. Et malgré tout, les prix sont assez stables par rapport au marché mondial, notamment à certains marchés des États-Unis ou même de l'Angleterre. Le marché français reste un marché qui est encore abordable. Alors, il y a beaucoup de paramètres également qui fait que le marché soit porteur. Il y a une démographie française qui est en forte hausse. En 30 ans, nous sommes passés des 11 millions à de 66 millions. Nous attendons à peu près 320 000 nouveaux habitants par an, alors par plusieurs facteurs. D'abord, la population croît naturellement en France, mais également par par la séparation et le fait que beaucoup de personnes maintenant recherchent deux biens pour un couple au départ, un foyer au départ. Nous avons de plus en plus d'étrangers qui achètent également en France parce que Paris reste Paris, la France, et on verra plus tard, est réellement un attrait pour eux. Voilà, donc on est en manque chronique de logements. La Fondation Abbé Pierre estime qu'il faudrait construire 900 000 logements pour satisfaire la demande. Bon, tout le monde dit plutôt entre 400 et 450 000 logements par an permettrait déjà de réduire le manque de logements sur la France. Et même si les marchés sont quand même très orientés sur les grandes villes, c'est-à-dire Paris, Lyon, Bordeaux, Marseille, Toulouse. Mais néanmoins, ce sont des marchés la promotion immobilière ne suffit pas. La France est la première destination mondiale de tourisme également étranger. Donc nous avons plus de 80 millions de touristes étrangers par an et on estime à l'horizon 2020 que nous allons passer à 114 millions. Alors vous me direz pourquoi, mais en fait
Le marché français, enfin la France est attrayante par plusieurs phénomènes. D'abord la culture française, ensuite nous avons beaucoup d'attraits. Bon, Paris reste Paris. Nous avons Walt Disney, alors ça c'est un con, mais Walt Disney attire énormément d'expatriés. Nous avons tous les châteaux de la Loire, nous avons un domaine skiable qui est le plus grand domaine skiable au monde. Et puis nous avons l'art de vivre à la française qui, malgré les grèves, alors c'est étonnant, à chaque fois que je fais une conférence avec l'Angleterre, on a des grèves carabinées en France. Là, c'est le cas également. Enfin, maintenant, en fait, on est très habitué. Et j'avais un client ce matin qui me disait, bon, en fait, c'est pas très gênant parce qu'on est habitué d'avoir ces grèves. Donc, en fait, un client étranger. Hein. Donc, voilà, mais ça reste l'art de vivre à la française. Alors, peut-être pas l'art de vivre, mais en tout cas, ça reste les problématiques à la française, mais qui sont moins gênantes. Mais tout ça fait que, en effet, nous avons un marché assez tendu parce que beaucoup d'étrangers achètent également un pied-à-terre, une résidence, enfin même une résidence secondaire, voire maintenant investissent parce qu'ils comparent avec d'autres capitales du monde. Alors, les avantages d'un achat immobilier en France, je précise bien en France, c'est que les processus d'acquisition sont très protégés, très sécurisés. Nous allons le voir ensemble. Et puis, cela permet également de répondre à beaucoup d'objectifs, plus que sur des produits financiers peut-être plus moins faciles à voir. Voilà, comment ça marche. Alors, le processus, un process sécurisé, pardon. D'abord, au niveau des modalités d'achat, c'est extrêmement réglementé. Au niveau des financements, ça l'est également. Et puis, il y a une partie comptable. Et puis enfin, nous avons la chance d'avoir un système notarial très efficace qui nous permet d'être sûr d'acheter vraiment quelque chose en toute sécurité. Donc l'acquisition d'un bien, d'abord dans l'ancien, il faut déjà faire une offre d'achat. Lorsque vous avez visité un bien qui vous plaît, vous faites une offre d'achat au propriétaire qui vend et qui va accepter votre offre. Et par la suite, nous passerons par un compromis de vente qui est une rédaction de toutes les modalités d'achat, c'est-à-dire quelles sont vos conditions et quelles sont les conditions du vendeur. Et à ce moment-là, vous ferez un versement de 10% du prix de vente, mais qui est plus généralement, le vendeur accepte que 5%. Puis ensuite, nous passerons à la phase financement, et nous verrons après quels sont les différents financements possibles. Et enfin, vous passerez à l'acte de vente notarié, et c'est vraiment 3 mois après ou 4 mois après que vous pourrez être réellement propriétaire et possesseur des clés. Dans le neuf, c'est un peu différent. Vous allez signer un contrat avec un promoteur, et donc entre vous et le promoteur, qui est un contrat en vente état futur d'achèvement, souvent de VEFA, ou en vente immobilière rénovée, donc c'est un bien immobilier rénové. Donc là, vous allez signer, lorsque vous signez le contrat, vous allez signer un ensemble de documents qui sont les plans de masse, les plans de l'appartement, le parking, le descriptif de la construction du bien, donc ça reste sommaire, mais vous aurez la taille des parpaings, les tuyaux, vraiment c'est très détaillé, souvent d'ailleurs pas forcément d'une utilité totale, mais bon, ça permet de savoir l'ascenseur, le nombre d'escaliers, etc., etc. L'état des risques naturels, miniers et technologiques où se trouve le bien. Et puis à ce moment-là, on ne vous demandera pas 5% du montant du bien, mais généralement entre 2 et 5%. Et plus généralement, les promoteurs acceptent 1 500 € pour bloquer la vente. Puis nous passerons également au financement et enfin à l'acte notarié. Alors, le financement. Eh bien, le financement, vous avez déjà un apport possible, ou vous pouvez faire également à crédit. Alors, c'est vrai que pour les Français à l'étranger, souvent les banques demandent un apport conséquent. Et puis, les crédits, après 2 sortes de crédits, les crédits amortissables ou les crédits in fine, c'est-à-dire que vous créez un crédit amortissable, un crédit classique, vous remboursez et les intérêts d'emprunt et le capital que la banque vous a prêté tous les mois, alors qu'un crédit in fine, vous ne remboursez que les intérêts tous les mois et vous remboursez le capital à la fin de votre crédit. Donc ça a plus un avantage patrimonial et financier, mais c'est souvent plus simple, le crédit amortissable.
On va vous demander également, pour l'apport personnel, d'où viennent les fonds. Alors maintenant, en France, comme dans beaucoup de pays, c'est extrêmement réglementé. On va vous demander vraiment d'où viennent les fonds, est-ce que vous avez une succession, si ce sont des dividendes, enfin, vraiment d'où viennent les fonds. Et votre emprunt ne pourra pas dépasser un endettement supérieur à 33%. Alors pour les revenus un peu supérieurs, on peut aller jusqu'à 45%. Donc ça peut être ennuyeux lorsque on a l'appartement de ses rêves et qu'on est un peu ric-rac. Maintenant, pour le marché global français, c'est assez sécurisant parce que on considère que si malheureusement vous avez un pépin et que vous ne pouvez pas rembourser le crédit, ou que vous perdez votre emploi, vous pourrez toujours rembourser le crédit lorsque vous êtes endetté à 33%. Donc ça permet d'avoir un marché français très stable par rapport, par exemple, aux États-Unis, lorsqu'il y a eu le subprime, où les gens étaient obligés de vendre un plan catastrophe pour permettre de rembourser leur crédit. Nous, en France, on n'a pas ce problème-là. Les modalités notariales, enfin, c'est un officier ministériel qui va vérifier donc tous les aspects juridiques de la transaction. Il va contrôler notamment l'autorité du bien des vendeurs, donc sur 30 ans. Donc il va avoir vraiment un historique sur 30 ans de tous les différents vendeurs et propriétaires de l'appartement ou même du terrain si c'est un promoteur. Il va recevoir les fonds de la transaction et en est le garant. Et puis, il va vous faire signer l'acte de propriété, donc directement à l'étude, ou sinon en coordination avec le consulat, si vous signez par le consulat. Donc voilà pour la transaction, tout le processus de la transaction. Ça reste voilà, extrêmement réglementé et on n'a pas la possibilité d'aller plus vite. Certains clients me disent, bon voilà, j'ai acheté mon bien demain, j'aimerais avoir les clés la semaine prochaine. Non, il y a toute cette procédure à suivre qui est contraignante, mais qui permet au moins d'acheter un bien en toute sécurité. Alors ensuite, quels sont les avantages et les inconvénients d'acheter dans le neuf ou dans l'ancien? L'achat dans l'ancien, l'avantage, c'est que vous avez la possibilité de visiter les différents biens. Vous pouvez y rentrer, voir toutes les pièces. Vous allez pouvoir également choisir le type d'immeuble, si c'est un immeuble haussmannien, en briques, en terre, en briques, en parpaing, enfin bref, toutes les faire un vrai choix sur le bien immobilier, sur l'immeuble en question. Et puis surtout, vous pouvez habiter le bien rapidement, c'est-à-dire 3 mois, une fois que vous avez récupéré les clés et que vous êtes propriétaire. L'inconvénient, c'est que en ce qui vous concerne, vous avez l'événement géographique, donc pour visiter les biens, ça peut être contraignant. Vous avez souvent les travaux à prévoir, même si ce ne sont pas forcément des travaux lourds, mais néanmoins, lorsque le propriétaire vendeur enlève ses tableaux, il y a forcément des marques, et puis la salle de bain peut être un peu ancienne, ou la cuisine à refaire, etc. Les parties communes, vous les achetez dans l'état. Alors, elles peuvent être très belles, mais elles peuvent être aussi dans un état déplorable. Donc, vous pouvez avoir un appartement magnifique avec des parties communes qui n'ont pas été refaites au fur et à mesure des années. Donc, du coup, il y a des travaux à faire. Il y a peut-être également des ravalements à faire. Donc, il faut être attentif justement à ces travaux éventuels. Et puis, vous avez un choix restreint parce que le marché est assez tendu et donc les biens immobiliers partent assez rapidement. L'achat dans le neuf, alors l'avantage, c'est que tout est aux normes de construction d'aujourd'hui. Il faut savoir que nous sommes en règlement technique 2012 et donc chaque promoteur aujourd'hui, qu'il soit à Bordeaux, à Paris, à Marseille, à Lille ou au fin fond du Cher, doit construire sous ce règlement technique 2012 avec des épaisseurs de murs, des têtes contraintes architecturales, mais qui permet d'avoir vraiment un bien à l'heure actuelle d'une qualité meilleure que les qualités des immeubles des années 60 ou des années 70 qui résonnaient, qui avaient beaucoup de fuites, bref, etc. Là, à l'heure actuelle, maintenant, nous avons une norme de construction idéale. Vous n'avez donc aucun travaux à faire. C'est plus simple puisque la livraison, on vous remet les clés et puis voilà, vous installez avec vos meubles. En revanche, l'inconvénient, c'est que la livraison est plus tardive puisque les promoteurs tiennent le marché, c'est-à-dire qu'ils mettent en construction que ce qu'ils vendent. Donc généralement, c'est une signature sur plan. Et donc la livraison se fait entre 1 an, voire 2 ans après votre réservation. Donc voilà, il faut bien prendre en compte hop, alors j'ai perdu mon fil de... Hop, merci. De slide.
Alors ensuite, vous avez les investissements locatifs qui permettent de répondre donc, à plusieurs objectifs que nous verrons par la suite. Les premiers, ce sont les investissements d'anciens avec travaux de rénovation. Donc vous avez le déficit foncier qui vous permet de déduire la totalité des travaux que vous allez effectuer dans cet appartement de vos revenus fonciers ou de votre impôt. Alors si vous êtes non résident, vous allez me dire ça n'a aucun intérêt, je suis d'accord. Sauf que si vous avez déjà des biens locatifs en France, notamment votre ancienne résidence principale que vous avez mis en location, qui génèrent donc des revenus fonciers qui sont fortement imposés, eh bien, vous pouvez déduire à la totalité de ces revenus les travaux de votre nouvelle acquisition ou de votre bien que vous aviez auparavant. Donc ça permet réellement de se constituer un patrimoine en effaçant, en tout cas en absorbant une bonne partie des impôts générés par des loyers. La loi Malraux est plus orientée pour des contribuables qui payent leurs impôts en France. Donc c'est plutôt pour un retour lorsque vous revenez en France. J'ai beaucoup de clients qui achètent des biens en loi Malraux pour justement en prévision de leur impôt de retour. Et donc là, c'est comme le nom l'indique, c'est André Malraux qui a mis ça en place après-guerre lorsqu'il était ministre de la Culture, qui permet de rénover des centres-villes et de remettre sur le marché des biens qui sont totalement insalubres. Donc ce sont souvent des très beaux immeubles avec beaucoup de cachets qui nécessitent des travaux de fond en comble. Généralement, l'immeuble est presque démoli à l'intérieur et reconstruit. Mais du coup, vous avez tout le charme de l'ancien dans un immeuble neuf avec les produits d'aujourd'hui. Et donc là, vous avez une forte économie d'impôt puisque vous allez avoir au maximum 30 000 euros d'impôts en moins. Donc si vous payez 35 000 euros d'impôts lorsque vous revenez en France, vous n'en paierez plus que 5. Enfin, le dispositif des monuments historiques. Donc là, il faut que le bien soit classé monument historique. Donc ça peut être un château, ça peut être un bien qui est classé, peu importe l'année, hein, des immeubles des années 50 peuvent être classés monument historique. Il faut qu'il y ait 3 caractéristiques architecturales qui soient classées. Et donc là, la totalité des travaux de votre investissement vont se déduire de votre revenu. Donc là, ce n'est pas une réduction d'impôt, mais c'est du revenu. Donc je prends un exemple, vous déclarez 200 000 euros de revenus, vous faites 200 000 euros de travaux, et bien vous déclarerez 0 de revenus. Donc vous ne serez pas imposé. Vous avez des contraintes, en revanche, vous devez garder le bien pendant au moins 15 ans, mais ça permet également de restaurer aux normes d'aujourd'hui des biens qui le méritent et qui le nécessitent. Enfin, dans le neuf, vous avez plusieurs dispositifs. Vous avez d'abord la location meublée, donc on parle souvent du loueur meublé non professionnel, qui permet surtout de générer des revenus non fiscalisés. Le principe est que vous achetez une chambre d'étudiant ou une chambre médicalisée, et le gestionnaire qui va s'occuper de la location va vous permettre de toucher des revenus non fiscalisés. Enfin, la loi Pinel, c'est une loi qui était du gouvernement précédent, permet d'investir dans le neuf et d'avoir une économie d'impôt importante sur la durée, puisque vous avez le droit d'avoir 2% d'économie d'impôt par an pendant 9 ans du montant de votre investissement. Donc si vous faites un investissement de 300 000 euros dans le neuf, eh bien, vous avez la possibilité d'avoir 6 000 euros d'économie d'impôt par an tous les ans. En revanche, c'est comme pour la loi Malraux, c'est réellement destiné aux Français qui reviennent en France. Enfin, vous avez les démembrements. Le démembrement, c'est un montage assez, j'allais dire amusant, mais intéressant pour notamment la partie ISF, enfin l'ancien ISF qui est maintenant l'IFI, parce que la partie d'acquisition du bien immobilier ne rentre pas dans votre imposition ISF, et ça permet de se constituer un patrimoine sur une durée assez longue, par contre sur 15 ans. Vous n'achetez que 60% de la valeur du bien. On démembre le bien, c'est-à-dire qu'il y a une partie qui est achetée par un usufruitier, et au bout de 15 ans, vous récupérez la pleine propriété. Donc là, ça vous permet de faire des donations à vos enfants, et voilà, ça constitue un patrimoine dans le neuf sur des actifs qui sont généralement extrêmement bien placés, parce qu'on est sur des marchés tendus, donc c'est soit des marchés en région parisienne, en PACA, à Lyon, voilà. Alors, pour quel objectif, et je reviens sur les objectifs, mais l'achat immobilier, en effet, par les différents moyens dont je vous ai rapidement parlé, permet d'acheter son bien en France, d'avoir un pied-à-terre, d'avoir une résidence secondaire, et puis surtout se constituer un patrimoine
en ayant une bonne partie payée par votre locataire ou vos locataires, ou bien par votre impôt généré par votre investissement. C'est toujours donnant-donnant. L'État vous permet d'avoir une économie d'impôt, en échange de quoi vous investissez dans un domaine où lui ne veut pas le faire. Et souvent, du coup, c'est mieux fait. Donc, du coup, quels sont vos objectifs? Vous pouvez avoir protégé votre famille, parce qu'en effet, avoir un capital, un actif immobilier en France, en cas de pépin, le crédit est totalement remboursé par une assurance décès invalidité qui est obligatoire en France, et donc vos héritiers ont le bien sans avoir à rembourser le crédit. Donc, ça permet d'avoir un capital voilà, qui est insaisissable, qui est en France. Vous constituez un capital, ça peut être un capital en disant, voilà, j'ai une résidence secondaire, je fais un investissement et dans 20 ans, ça me permettra de refaire les travaux dans cette résidence secondaire. Ça me permet également d'avoir des revenus complémentaires pour votre retraite, puisque toute la phase investissement et donc crédit, s'il y a un crédit, se fera pendant votre période d'activité, et puis lorsque vous serez à la retraite, les loyers générés vous permettront d'avoir un complément. Assurer la transmission à ses héritiers dans les meilleures conditions. En effet, vous avez la possibilité de faire des donations, donc c'est 100 000 € par parent et par enfant pendant tous les 15 ans, mais vous pouvez également donner des parts de vos biens, de vos actifs immobiliers, même en payant les droits de succession aujourd'hui, donc pour transmettre au fur et à mesure de vos investissements à vos héritiers. Réduire votre impôt, en effet, c'est un sujet en France qui est important, comme dans beaucoup de pays, mais c'est vrai que l'imposition en France est toujours sensible. Néanmoins, on en parle vraiment, enfin, on en paye beaucoup, mais il y a beaucoup de moyens également pour les réduire. Et puis enfin, acheter sa résidence principale ou secondaire. Alors, Expatrissimo, je ne me suis pas présenté, donc je m'appelle Charles Morin. Je suis le gérant de Concorde Étoile, qui est une société de gestion de patrimoine, et j'ai créé une marque qui s'appelle Expatrissimo, qui est donc dédiée aux expatriés. Dédiée aux expatriés parce que j'ai été expatrié pendant de longues années, et puis je me suis rendu compte qu'il y avait une réelle demande sur notamment la recherche de biens, que ce soit dans le neuf ou dans l'ancien, ou que ce soit dans la revente. Et donc j'ai mis en place des services qui permettent à l'acquéreur de chercher leurs biens, en tout cas je cherche le bien pour eux, et nous mettons en place des tas de services qui sont notamment la visite virtuelle à 360 degrés, c'est-à-dire ça vous permet de voir le bien avant de vous déplacer, voire même des visites en direct lorsque l'une des deux personnes qui achètent ne peut pas se déplacer, eh bien une personne dans l'appartement et l'autre reste chez elle derrière son écran et je filme, enfin mon caméraman filme ce qui est à l'intérieur. Et puis nous avons tous les conseils, les meilleurs conseils, en tout cas on espère les donner, sur le montage financier, quel montage à crédit, pas à crédit, sur quelle durée, voilà, on a un vrai accompagnement, et puis tout un accompagnement sur les travaux, puisque beaucoup de clients expatriés, lorsqu'ils achètent, me disent, mais très bien, mais il y a beaucoup de travaux, comment faire? Et donc j'ai une équipe autour de moi qui vous fait des devis, architectes, peintres, plombiers, etc., qui vous permettent d'avoir des devis et un suivi au fur et à mesure des travaux. Eh bien, voilà, je vois que les questions augmentent. Alors, je vais les prendre. C'est vrai que les questions très particulières, en tout cas, je ne vais peut-être pas y répondre, ce sera peut-être plus par la suite si vous voulez me contacter. Donc, vous avez mon adresse mail qui se trouve ici, donc contact@expatrissimo.fr. Alors, c'est un mot inventé, mais néanmoins, je ne veux pas de faute d'orthographe. Donc, il y a bien 2 S et 2 M, comme immobilier. Voilà, donc expatrissimo.fr. Et puis, vous avez le numéro de téléphone au 01 850 858 55. Alors, pour des Français vivant à l'étranger, quel est l'apport personnel demandé en règle générale? Alors, ça va dépendre de. En fait, ça devient de plus en plus, comment dire, particulier. Chaque acquisition est vraiment différente et chaque banque va garder chaque acquisition, chaque acquéreur de façon précise. Il y a 4-5 ans, je pouvais vous dire qu'en effet, 20% d'apport ou 30% d'apport était suffisant. Maintenant, j'ai des clients qui ont très peu d'apport et qui sont financés parce qu'ils ont un beau profil. Alors, il faut bien vous dire que les banquiers
ce sont des commerçants et que du coup, en fonction du profil de l'acquéreur, ils vont accepter un crédit ou pas, et puis ils vont donner un taux intéressant ou un peu moins intéressant. Néanmoins, à l'heure d'aujourd'hui, plus vous avez d'apports, mieux c'est. En tout cas, généralement, ils vont vous demander forcément les frais de notaire, d'avancer les frais de notaire, les frais d'agence immobilière, et puis 20% du montant du bien. Mais vous allez me contredire parce que j'ai en effet dans certains cas des clients qui me disent ben non, j'ai rien eu à apporter. Bon, maintenant, de plus en plus, il faut quand même apporter entre 20 et 30%. Alors, quel est le processus que je vais acheter? Alors, je vais peut-être regarder en bas, là, c'est écrit un peu petit là. Ah oui, merci. Alors, quel est le processus si je veux acheter une propriété en France avec une compagnie? Je vis en Angleterre depuis 25 ans, quelles sont les possibilités? Alors, je pense qu'il faudra plus faire un entretien individuel. Vous avez la possibilité d'acheter en France en société civile immobilière. Là maintenant également les banques sont de plus en plus regardantes. Il faudra plus aller voir avec un de nos partenaires de l'UFE qui est Carte Financement, mais néanmoins il est encore possible d'acheter sous cette forme-là. Mais voilà, je ne vais pas vous répondre correctement parce qu'en fait j'ai besoin de plus d'informations pour vous répondre. Quels sont les délais potentiels si on est cash sans payer par des créanciers? Alors, ça reste néanmoins, la procédure notariale reste longue. Donc, même si vous avez le cash et vous achetez demain, eh bien, il faut compter entre 1 mois et demi et 2 mois. Je pense plus 2 mois. Pourquoi? Parce que le temps que que ce soit le promoteur d'ailleurs ou le notaire si vous achetez dans l'ancien, réunissent tous les documents et vérifient tous les anciens propriétaires. Et, voilà. Et en plus de ça, ça dépend de certaines villes, mais dans certaines villes, vous avez les mairies ont une possibilité de préempter les biens. Donc, il y a une demande à faire à la mairie, donc généralement, il y a un mois de délai. Bon, je vous rassure, il y a très peu de préemption, mais néanmoins, ce mois de délai est toujours là. Alors, Ingrid, non, au-dessus, Jean-Christian. Quelles sont les implications fiscales si une compagnie SRL achète un bien en France? Abattement, déduction, économie ou plus. Alors après, ça va dépendre si sous quelle forme est votre société. Mais si c'est un impôt sur la fortune, enfin, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails non plus, mais ça dépend vraiment de votre société. Mais vous allez pouvoir amortir votre acquisition de façon comptable. Vous avez la possibilité d'avoir des réductions, notamment économie d'impôts, si par exemple si c'est un bien qui est classé monument historique. Voilà, vous avez plusieurs possibilités. Ça ne change pas forcément que ce soit en compagnie, enfin, en entreprise ou pas. Vous allez quand même néanmoins avoir beaucoup de moyens d'avoir des abattements. Il faut savoir que lorsque vous allez mettre votre bien en location, si c'est pour un bien en location, les intérêts d'emprunt de votre crédit vont se déduire de vos bénéfices. En fait, ça marche exactement. L'immobilier, ça marche comme une entreprise. C'est-à-dire que vous avez des loyers qui rentrent, c'est votre chiffre d'affaires, et vous allez déduire de ces chiffres d'affaires tous les charges liées à cette acquisition, donc les taxes foncières, les taxes d'habitation, etc., etc., si vous faites en location. Ingrid, quelle est la meilleure garantie locative pour se protéger des impayés? Alors, vous avez plusieurs. Voilà. La première, c'est si vous faites un investissement en loueur meublé non professionnel, donc en LMNP ou en LMP. En fait, c'est le gérant, le bailleur, celui qui va prendre en charge la gestion de votre appartement, qui va prendre la garantie lui-même. Donc, c'est un bail commercial. Donc là, vous n'avez pas besoin de prendre une assurance, puisque, je prends un exemple, vous achetez une chambre dans un hôtel. Le groupe Accor prend en charge la gestion de votre chambre, eh bien, le groupe Accor va vous régler tous les mois ou tous les trimestres son loyer. Que votre chambre soit louée ou pas, ce sera la même chose. Donc voilà, le principe du loueur non professionnel, c'est vraiment ça. Vous avez la possibilité de toucher des revenus garantis pendant une période au moins de 9 ans. En revanche, pour des locations plus classiques, c'est-à-dire un achat d'un appartement et puis vous mettez un locataire classique, vous avez des garanties qui sont assez variées, donc vous en avez plusieurs, et qui vous garantissent
des loyers impayés, des vacances locatives, c'est-à-dire entre le moment où le locataire s'en va et le temps de retrouver un autre locataire, vous avez également une indemnité, et vous avez des loyers, des garanties de loyer qui sont à 100%, même charges comprises. Voilà. Vous avez deux entreprises qui sont très spécialisées dans ce domaine-là, qui sont Foncia et Amunitia, mais n'hésitez pas à me rappeler pour ce sujet. Alors, je viens de signer un compromis. Mes banques, la caisse d'épargne, on va peut-être pas les. Oui, non. J'ai contacté CAFPI, mais ils sont trop chers. Que faire? Alors oui, en effet, je vous conseille de passer par des courtiers en assurance. Ils sont trop chers. Alors ça, oui, alors après, c'est une négociation à avoir. Vous avez d'autres sociétés qui sont spécialisées dans ce domaine. Vous avez notamment Carte Financement, qui est un partenaire de l'Union des Français à l'étranger. Vous avez également meilleur taux. Voilà. Après, n'hésitez pas à m'appeler, je vous remettrai en relation. Mais après, c'est une négociation entre vous et puis les différentes banques. Mais généralement, les sociétés de financement sont quand même à même de vous trouver un bon taux, et donc du coup, le surcoût de leur travail est indolore. Marc, merci. D'accord. Est-ce toujours intéressant au financement d'acheter à la montagne? Alors financièrement, alors je vous dirais oui et non. Ça dépend quelle montagne et voilà. Je pense qu'il faut faire attention à ce. C'est voilà, toujours pareil. C'est l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. C'est sûr que vous achetez à Courchevel, là où vous avez le plus grand nombre d'étoilés. Alors je ne parle pas de skieurs, mais d'étoilés de restaurants, grandes étoiles Michelin qui sont là. C'est un financement. Vous allez acheter un bien, un actif immobilier qui va rester un très bon investissement. Après, sur des petites communes où la neige est moins souvent là, etc., c'est plus compliqué. Mais sinon, ça reste en effet un très bon investissement. Vous savez, on a le domaine de ski le plus grand au monde. C'est-à-dire que les Américains, les Russes, les Japonais, les Coréens viennent skier chez nous. C'est quand même incroyable. Uniquement pour une période d'une semaine. Donc, c'est vraiment porteur. Et puis maintenant, le développement de la montagne verte est de plus en plus important. Il y a de plus en plus de personnes qui y vont également l'été. Erwan, bonjour. Quel est le plus avantageux pour les expats? Acheter en direct, bien une SCI, bien une foncière, SARL ou une holding. Je vous dirais tout est. Voilà. Après, c'est vraiment au cas par cas et ça dépend de votre situation familiale, ça va dépendre de votre situation entrepreneuriale, ça va dépendre de votre fiscalité en France. De toute façon, il ne faut pas se leurrer. L'immobilier, que ce soit en France ou n'importe où dans le monde, est un actif qui est facilement taxable par les gouvernements, quels qu'ils soient, puisque c'est immobile. Donc, après, c'est les montages. Ça va dépendre un peu de vos objectifs également. Acheter en direct, pourquoi pas. Acheter en SI, pourquoi pas également. Ça va vraiment dépendre de ce que si vous voulez transmettre à vos enfants, si vous voulez le revendre rapidement, si vous voulez en acheter plusieurs. Après, faire tout un montage compliqué pour juste un appartement ou deux appartements, j'en vois pas la peine. Une SCI, c'est vraiment pour plusieurs investissements et surtout ce que l'on veut transmettre à plusieurs personnes. Mais sinon, je ne vois pas l'intérêt de faire une SCI. Un gros montage, souvent les choses les plus simples sont quand même les meilleures. Mais on peut en parler sans aucun problème. Ingrid, pour louer et occuper le bien un mois par an. Ingrid, c'est la personne qui a la montagne. Alors oui, après oui, c'est tout à fait possible. Maintenant, alors moi je travaille avec des sociétés qui permettent de le faire, mais surtout qui permettent de le faire dans différents endroits, parce qu'au bout d'un moment, lorsque vous êtes 5 ans ou 6 ans toujours au même endroit, vous avez un peu envie de changer. Et donc souvent moi je travaille avec des gestionnaires qui vous permettent d'aller à Courchevel, d'aller à Megève, en fonction des années. Et puis si vous avez envie d'aller au soleil une année, vous pouvez aller dans leur réseau au soleil. Voilà, donc je change, enfin, je suis de plus en plus
catégorique sur le fait on ne fait pas forcément un investissement plaisir et rentable en même temps. C'est-à-dire qu'on le choisit pour le plaisir, mais du coup, on met de côté un peu la rentabilité. Et si on veut vraiment quelque chose de rentable, comme un actif quel qu'il soit, eh bien, on cherche vraiment la meilleure rentabilité et pas forcément le côté affectif. Alors, Marie, nous sommes propriétaires de quelques appartements locatifs en France et que nous sommes lourdement imposés. Que suggérez-vous? Une imposition sur le revenu à environ 40%, ne ramène pas très peu de revenus. Donc là, bah, vous avez plusieurs possibilités. Vous avez la possibilité en effet de faire d'autres investissements. Alors, c'est toujours des investissements, oui, mais en fait, ça permet d'avoir une meilleure rentabilité sur les deux premières. En fait, on fait une synergie, c'est-à-dire que 2 et 2 font 5. Les impôts générés par vos deux petits appartements vont être absorbés par le nouvel appartement ou nouvelle maison, et dans lequel bah, vous faites des travaux et qui va vous permettre donc de réduire cet impôt. Et en même temps, vous augmentez la valeur de votre nouvelle acquisition puisque vous faites des travaux et que votre bien du coup sera dans un état impeccable. Et donc il se louera un peu mieux, etc. Vous avez cette première possibilité, donc ça s'appelle le déficit foncier. Après, en fonction de votre situation, vous pouvez également faire de l'investissement en loueur meublé non professionnel, puisqu'une partie sera déductible de vos revenus fonciers. Vous pouvez également, voilà, enfin, vous avez des possibilités, il faut vraiment mettre tout à plat, mais vous avez des possibilités d'augmenter enfin, de réduire votre imposition et d'augmenter votre rentabilité sur vos deux petits investissements. Vous avez parlé d'économie d'impôt, néanmoins, ceci est-il applicable pour les non-résidents? Alors oui, c'est ce que je vous disais, toutes les lois ne sont pas applicables pour les non-résidents, donc notamment la loi Malraux et la Pinel. En revanche, les autres sont applicables aux non-résidents parce qu'en fait, on va... alors, oui, pardon, il faut être précis. Vous avez la possibilité d'avoir une économie d'impôt sur les revenus fonciers, donc immobiliers, générés en France. En revanche, vous n'aurez pas une réduction d'impôts dans votre pays dû à votre investissement en France. L'Angleterre se fiche totalement, comme la France lorsqu'on fait des investissements à l'étranger, se fiche d'économie d'impôt que vous pouvez faire là-bas. C'est toujours du donnant-donnant, c'est-à-dire que l'État vous dit ben, je ne peux pas restaurer tous les biens classés monuments historiques, donc vous le faites à ma place, en échange de quoi je vous permets de réduire votre impôt. Alors, comment vendre un bien immobilier depuis l'étranger? Qui fait l'estimation? Alors, oui, comment vendre un bien immobilier en France? Il faut déjà, enfin, vous pouvez toujours le faire vous-même, mais c'est vrai que passer par une agence immobilière qui va d'abord vous l'estimer. Donc moi, je fais des estimations les plus complètes possibles qui vous permettent d'avoir une idée précise du bien, notamment avec le marché des notaires, parce que j'ai accès à la base des notaires qui vous permet de savoir exactement dans votre immeuble ce qui a été vendu et à quel prix. Alors votre immeuble ou dans les immeubles voisins. Mais également, je fais un comparatif sur ce qui est à vendre, c'est-à-dire que souvent, on se dit, oui, mon appartement, j'en estime tant, telle personne me dit que ça vaut tant, donc je le mets à tant, etc. Et puis, ma concierge me dit que ça vaut tant, bon, très bien. Maintenant, il faut se mettre aussi à la place de l'acquéreur. C'est-à-dire l'acquéreur, il ne va pas visiter que votre appartement, il va visiter plusieurs appartements. Donc, il faut vraiment pouvoir comparer les différents biens qui existent dans le quartier en question, ou en tout cas sur le budget en question. C'est-à-dire que se mettre à la place de l'acquéreur en disant, ben voilà, je cherche un 2 pièces, vous avez un 2 pièces à vendre, eh bien, qu'est-ce qu'il y a comme 2 pièces dans le quartier et à quel prix et dans quel état? Donc, moi, je pense que l'estimation est extrêmement importante parce que c'est de là que vous allez vendre rapidement ou pas votre bien immobilier. Il faut savoir qu'à l'heure d'aujourd'hui, un bien immobilier qui est au prix se vend extrêmement rapidement. Et ceux qui restent longtemps sur le marché sont souvent des biens qui sont un peu trop chers ou sinon il y a un petit défaut. Alors c'est pas forcément un défaut, mais ça peut être des travaux à faire, ça peut être voilà, une disposition moyenne, etc. Donc l'estimation est vraiment importante. Et puis après, il faut pouvoir diffuser sur l'ensemble du marché français. Donc il y a différents sites internet. Donc là, il faut mieux passer par les agences immobilières. Alors, je défends ma profession, mais voilà, ça permet quand même d'avoir une garantie. Moi, je travaille avec des visites virtuelles, donc ça permet de visiter le bien avant de se déplacer, que ce soit pour des clients qui sont comme vous en Angleterre ou des personnes qui sont voisins de votre appartement et qui veulent visiter l'appartement. Donc moi, lorsque je rentre un mandat,
chaque bien, il y a une visite virtuelle et je vois qui regarde. Donc j'ai une démarche un peu commerciale puisque j'appelle les gens qui regardent la visite virtuelle en disant bah, vous avez visité 3 fois la visite virtuelle, quand est-ce que vous voulez visiter pour de bon pour faire une offre. Alors, pour un investissement locatif, est-il plus intéressant fiscalement de louer en meublé ou non meublé? Alors, euh, fiscalement, il est souvent plus intéressant de le louer meublé. Maintenant, dans l'esprit de beaucoup, on pense que acheter un appartement à Paris, mettre quelques meubles et le louer en meublé se fait simplement. Non, c'est très réglementé. Il faut demander l'autorisation à la préfecture, qui est souvent quand même refusée. Il faut demander également l'autorisation à la copropriété. Le Airbnb, qui est une grande mode maintenant, est quand même devenu de plus en plus difficile à faire à Paris et dans les grandes agglomérations, puisqu'il faut demander l'autorisation, en tout cas sur Paris, à la mairie de Paris et déclarer. Et donc, en fait, il y a une chasse un peu de toute cette façon de mettre en location, ce qui est bien dommage, parce qu'en fait, ça permet à beaucoup d'étrangers de venir de façon supplémentaire en France, mais néanmoins, c'est un choix politique. Donc, voilà. Maintenant, je reviendrai toujours à vos objectifs, c'est-à-dire fiscalement, certes, c'est peut-être plus intéressant. Maintenant, en fonction de votre situation, peut-être que vous avez plutôt intérêt de louer nu, parce que vous voulez le revendre plus rapidement, ou parce que vous voulez l'habiter, ou parce que, voilà, telle ou telle raison. C'est vraiment, pour chaque objectif, ce qui est amusant dans mon métier, c'est que du coup, c'est jamais pareil. Erwan, merci. Quid de l'ISF qui devient V et qui est activé à partir des millions 3. Ça ne pousse pas à avoir un portefeuille IMO important en France. Oui. Alors oui, certes. Maintenant, quel est l'actif qui vous permet d'acquérir avec un crédit, de déduire ses intérêts d'emprunt de ses loyers? J'en connais pas beaucoup. Après, l'actif immobilier français, ça reste un actif, un bel actif. Donc souvent on me dit oui, je préfère acheter en Espagne, je préfère acheter parce que du coup il n'y a pas l'ISF, enfin l'IFI maintenant. Certes, il n'y a pas. Maintenant, ce n'est pas les mêmes marchés. Il faut quand même vous dire que Paris, c'est 105 km², hein, c'est une des plus petites capitales au monde. Enfin, il y a le Vatican, mais après, c'est Paris. Enfin, Londres, enfin, le Grand Paris ne rentre même pas dans Londres, hein, donc, alors dans le Grand Londres, mais néanmoins, c'est vraiment une toute petite capitale. Et comme je vous le disais, on a de plus en plus d'étrangers fortunés, ou en tout cas qui ont réussi, pas forcément des grosses fortunes, mais en tout cas qui ont réussi, qui viennent en France parce que voilà, c'est l'attrait de la France. Donc certes, il y a, il y a l'IFI. Maintenant, il y a des montages qui permettent notamment le démembrement. Alors, n'hésitez pas à m'appeler pour que nous en parlions. Mais le démembrement ne rentre pas dans l'IFI. Est-il possible d'avoir contrôle d'une propriété en face en France, et de gérer la propriété comme un business, mais d'être enregistré fiscalement en Angleterre? Non, je ne crois pas. Non. Je crois que vous êtes obligé d'être... enfin, bon, écoutez, il faudra que je me renseigne. Là, je ne crois pas parce que j'ai eu déjà le cas, et je crois que c'était vraiment très compliqué. En fait, les accords fiscaux entre la France et l'Angleterre sur le sujet immobilier est quand même très particulier, donc enfin très particulier. Chacun est son côté, donc je pense pas. Mais n'hésitez pas, enfin, revenez vers moi par mail et puis je vous répondrai plus précisément. Alors, est-il plus simple de faire un crédit avec une banque anglaise pour un bien situé en France quand on a déjà un crédit immobilier en Angleterre? Alors, je pense qu'il est quand même plus simple d'acheter en France avec un crédit en France, notamment pour provenance des fonds. Pardon. Maintenant, si vous avez une banque en Angleterre qui vous permet de le faire, pourquoi pas? Mais je crois que les taux d'abord en France sont meilleurs, d'après ce que j'ai cru entendre, notamment par carte financement. Voilà, donc là, je vous propose plutôt de vous renseigner auprès de carte financement, qui est également sur le site de l'UFE, qui vous donnera toutes ces réponses sur la partie crédit. La colocation existe beaucoup à Londres, sous la pression de la logement.
c'est quelque chose qui existe à Paris et en région parisienne, Lyon, etc. Oui, il y a de plus en plus de colocations, notamment pour les grands appartements. Alors, il y en a de plus en plus, mais en même temps, c'est quand même... enfin, vu qu'il n'y a pas de réglementation et que si vous avez un problème avec votre locataire, enfin vos locataires, il est plus difficile de les mettre de les expulser. Alors déjà que c'est difficile, mais là c'est vraiment se mettre une contrainte supplémentaire. Donc je suis pas très partisan pour cette acquisition-là. Alors ensuite, Erwan, la banque pour le prêt en France va-t-elle regarder quel est déjà notre taux d'endettement au Royaume-Uni? Oui, ils vont vérifier votre taux d'endettement. En tout cas, ils vont surtout vérifier vos revenus, donc la totalité de vos revenus. Donc après, il y a des possibilités de faire des crédits hypothécaires au cas par cas, mais là, c'est pareil. Pour tout ce qui est crédit, je vous propose quand même de revenir. Alors, si vous m'envoyez un mail, puis je vous mettrai en relation avec Carte Financement, avec CAFPI ou avec Meilleur Taux. Mais néanmoins, voilà, je pense que c'est plus leur domaine que le mien. Moi, c'est vraiment partie immobilière, et puis ensuite, c'est le montage le plus judicieux pour vous, que ce soit dans le neuf ou dans l'ancien, ou la vente de vos biens immobiliers, bien évidemment. Bien, eh bien écoutez, je vous remercie, je vous souhaite une très bonne soirée, je vous redonne donc mes coordonnées, donc Charles Morin, et vous avez la possibilité de m'envoyer un mail sur contact@expatrissimo.fr ou bien au numéro de téléphone au 01 850 858 55. Merci beaucoup, au revoir.